On enchaîne tout de suite avec Luka Doncic qui a déclaré ceci: « Je regarde plus l'Euroleague que la NBA ». Avant de se lancer et de répondre à cette question, voilà la décla complète. De toute façon, elle était complète. Donc le joueur de Dallas a déclaré ça là, début d'année 2023. Luka Doncic a joué en Euroleague, a gagné l'Euroleague, a été MVP de l'Euroleague. Luka Doncic est également champion d'Europe 2017 avec la Slovénie. Donc le basketball international et plus spécifiquement le basketball européen de très haut niveau. C'est de l'eau. Il le connaît. Voilà. Luka Doncic a également déclaré un peu plus tôt dans la saison, ou même je crois que c'était en saison dernière, être en capacité de scorer plus facilement. C'est plus qu'en NBA, c'est plus simple de scorer qu'en Europe. Voilà, merci. Sauf que c'était un précurseur, parce que maintenant tout le monde le dit, tout le monde dit que c'est assez simple. Oui. Quand il l'a dit, tout le monde l'a regardé en disant tu prends pour qui pour dire ça? Sauf que maintenant tout le monde a tendance à lui donner raison. Voilà, donc il leur remet une couche avec cette déclaration que je vous redonne. Je regarde plus l'Euroleague que la NBA. D'accord, pas d'accord? Je me tourne vers Angelo. Donne-moi un d'accord ou pas d'accord et après on développera. C'est très compliqué parce qu'en fait, je le suis et je ne le suis pas. Parce qu'il y a deux éléments qu'il faut analyser. Alors positionne-toi, oui, non? Alors, je vais dire que je suis d'accord. Ok, Fred? Je suis pas d'accord. Ça marche. Voilà. Melvin, écoute les deux argumentaires, tu donneras ton point à l'un ou à l'autre et tu amènes bien sûr les tiens. Et on commence par Angelo. Les meilleurs athlètes au monde sont en NBA. Les meilleurs joueurs, les meilleures individualités, le meilleur packaging, tout ça c'est la NBA, il n'y a pas de souci. Oui. Et quand on est en train de parler de qualité de jeu proposé, au-delà de quelques exceptions NBA avec des écoles de basket, l'Euroleague, le basket FIBA, les règles du basket FIBA permettent à ce que la stratégie et le jeu pratiqué, les solutions à trouver soient vraiment intrigantes, excitantes. Et en plus, tu as la chose que tu n'as pas en NBA, c'est le fanatisme absolu des fans avec les excès qu'on lui connaît, avec la Grèce, la Serbie, Israël et le Maccabi. On peut mentionner, donc si tu veux, cette dynamique-là, quand tu l'as vécue, tu comprends pourquoi l'Euroleague peut être plus attrayant. Même si à la base, je suis fan de NBA, je comprends et je suis d'accord avec cet aspect de regarder le jeu Euroleague plus que la NBA. Alors, tu comprends le positionnement, voilà, pour être plus précis, de Luka Doncic. Voilà, même si la NBA est le meilleur championnat du monde. Très bien. Fred, c'est moi. Quelques secondes pour préparer. Non, il n'y a pas de problème. T'es prêt? Oui. Alors, je comprends évidemment le positionnement de Luka Doncic, son positionnement particulier, parce que lui, il vit la NBA, il a été biberonné à l'Euroleague et il est toujours très attaché au Real Madrid. Donc c'est logique qu'il regarde plus l'Euroleague. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que dire qu'on choisit l'un ou l'autre, c'est ce que j'ai fait pendant un long moment et je me suis planté en fait. Le basket, c'est du basket. Et il faut regarder les deux, parce que les deux sont complémentaires. Alors effectivement, il y a le fanatisme de l'Euroleague, il y a la folie, il y a l'ambiance. Sauf que, Angelo l'a dit aussi, le meilleur basket du monde, il est là-bas. Les meilleurs joueurs du monde, ils sont là-bas. Donc moi, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre eux. Je regarde plus l'un ou l'autre. Luka Doncic n'est pas nous. C'est-à-dire que lui, il a dominé l'Euroleague, il est en train de marcher sur la NBA. Donc c'est complètement différent. Pour nous, en tant que spectateurs, il faut apprendre des deux. Les deux sont très intéressants. La NBA, encore une fois, pour moi, c'est le meilleur basket du monde et c'est le basket le plus physique, plus athlétique, plus tout ce qu'on veut. Après, tactiquement, les fans, etc., ils sont du côté de l'Euroleague. Alors pourquoi trancher? Regardons les deux. Complémentaires, les deux produits complémentaires. C'est pour ça que je te disais dès le début, compliqué de me faire dire d'accord. On va continuer à en discuter, Angelo. On va continuer à en discuter. Je voudrais écouter Melvin sur le positionnement de Fred ou d'Angelo. Vers qui tu irais? C'est difficile. J'aime beaucoup ce qu'a dit Fred sur le fait qu'en tant que fan de basket, on devrait regarder les deux parce que c'est complémentaire. Je rejoins aussi les points d'Angelo. Je pense que ça dépend en fait. Si tu regardes un match un mardi de décembre de NBA et que tu vas comparer ça avec un derby d'Athènes, bah forcément peut-être que ça penche un peu plus pour l'Euroleague. Après, quand on arrive en playoff NBA, je pense que tu as les meilleurs athlètes, le meilleur basket, etc. Et puis l'autre aspect qui est important pour moi, c'est l'aspect tactique, c'est-à-dire que les règles sont différentes, tu as moins d'espace, tu as moins de marge de manœuvre en Euroleague, donc du coup tout est beaucoup plus précis. Et ça, c'est quelque chose alors moi, j'ai pas l'occasion de regarder l'Euroleague souvent en étant aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui est très intéressant et on a d'ailleurs beaucoup de coachs de NBA qui piquent et qui copient des systèmes européens et qui les mettent à la sauce NBA. Ouais.
Expliquons un peu l'Euroleague pour ceux qui découvriraient un petit peu le format. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de NBA ici. Il y a une phase de saison régulière. Il y a ensuite un top 8. Et ensuite, il y a un Final Four. Ouais. Et à l'issue de ce Final Four, bien sûr, 2 équipes se disputent le titre de champion d'Europe. C'est l'équivalent de la Champions League du basket. 18 équipes au départ. Le champion actuel, c'est l'Efes Anadolu, je vais y arriver, Qui a fait back-to-back. Istanbul, qui fait back-to-back. Et l'équipe la plus titrée de l'histoire. La plus titrée, Real, ça doit être Maccabi, non? Non, le Real. Le Real. 10 titres. s'il te plaît. 10 titres pour le Real Madrid, Maccabi, d'un certain Peter Corneli, Gershon Yabusele et Vincent Poirier qui y joue. Le Pana n'est pas loin. Hein. Le Pana n'est pas loin. Fabien Causeur. Et Fabien Causeur, Fabien Causeur. effectivement. N'oublions pas Pana n'est pas loin, ils ont 6. la patte gauche de Fabien Causeur. On se donne des critères pour essayer d'évaluer un petit peu, pas les différences, mais l'attractivité des 2 ligues. L'intérêt pour l'image, on va dire, de ce que ça représente, l'attractivité au sens plutôt le fanatisme, le nombre de personnes dans les stades, les gens qui achètent les maillots, Mais là, tu vas pas pouvoir gagner avec l'Euroleague. la communauté, laisse-moi finir. Et ensuite, on est sur le tactique et technique, c'est-à-dire la valeur du jeu et de ce qu'on voit sur le terrain. Donc 3 gros critères. Dites-moi un peu si ça vous aide à pencher vers l'un ou vers l'autre. Alors, Moi, quand j'ai tu du dis, mal. attends, juste, je te laisse vas-y. prendre la parole. Quand tu dis pencher, dans le sens de ce qu'on préfère nous ou de ce qui est mieux, c'est quoi le Non, sens de ce que vous préférez, vous, allez, si Ok. vous voulez Bon. vous mouiller. Moi, concrètement, j'ai un petit penchant pour l'Euroleague et Ouais. j'avais un énorme penchant avant. Et encore une fois, je me suis plongé un petit peu dans la NBA, grâce à Hype notamment, Ouais. grâce au podcast que je fais aussi sur RMC. Mm. Et je me suis rendu compte que le storytelling de la NBA était incroyable. En fait, à chaque fois, ils arrivent à mettre en avant des choses, à montrer des statistiques histoires, folles, ils montrent des Mettre histoires. les légendes sur Et, devant de la et tu sais que c'est scène. ça qui m'a rattrapé, en Ouais. fait, parce qu'à un moment, le jeu, effectivement, tu tombes sur certains matchs, waouh, c'est un peu lassant quand même. Sauf que même sur des matchs pourris, les mecs te font un storytelling, tu as envie de le regarder. Mhm. Après, quand tu regardes le match, tu te dis, ah, peut-être que j'aurais mieux fait de faire autre chose. Mais sur le coup, ça t'incite à regarder. Donc je trouve que déjà, en termes de storytelling, en termes de market, la NBA, c'est 10 000 au-dessus. L'ambiance, l'affluence dans les salles, moi j'ai quelques chiffres à vous donner. Et Melvin, je veux bien t'entendre, parce que tu es dans un marché où ça marche bien le côté des Warriors, avec sold out pour des abonnements avec des chiffres immenses. Le Partizan, c'est 16 723 spectateurs, je crois que c'est les chiffres en moyenne. Le Zalgiris Kaunas, c'est 15 000. L'Efes Istanbul, donc c'est quasiment 15. Milan, 12. Olympiakos, on va s'arrêter là, c'est quasiment plus de 11 000 spectateurs. L'ambiance que connaît sûrement Angelo dans les salles grecques, par exemple, et l'ambiance des salles NBA, Melvin. Parle-moi déjà des Warriors, de l'ambiance, du fait que ce soit comble, le bruit que ça peut faire en play-off, la manière dont ils soutiennent Steph et compagnie. Ah bah c'est vrai que c'est assez impressionnant. Après, c'est pareil, je veux dire, il y a tellement de matchs en NBA que c'est difficile même pour les fans d'être à un niveau d'intensité énorme à chaque match. Moi, je me rappelle des Warriors la première fois quand ils reviennent en playoff en 2013. On n'entendait même pas les coups de sifflet des arbitres tellement il y avait de bruit. Et après, les fans se sont habitués à la gagne. Donc du coup, il fallait attendre les demi-finales de conférence, les finales de conférence, les finales NBA pour vraiment que ça monte. Après, quand vous allez à OKC, quand vous allez à Toronto, Cleveland en finale, c'était assez impressionnant. Mais je pense que c'est pas comparable aux salles européennes. Moi, je comparais peut-être plus les salles européennes aux salles universitaires au niveau de cette ferveur qu'on peut voir en Grèce ou ailleurs. Ouais, mais encore. Ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Fred et justement. ensuite Angelo sur la ferme. Toi qui es là-bas, on a tendance à dire, nous, de l'Europe, qu'en Europe, on a des supporters, des fans, etc. Et qu'en NBA, c'est des spectateurs. Est-ce qu'on est proche de la vérité ou ça bouge un petit peu? Je parle de saison régulière, évidemment pas sur les playoffs. Bah, c'est vrai que il n'y a pas de COP, il n'y a pas d'ultra, par exemple, des Warriors. Donc c'est vrai qu'il y a plus de spectateurs. Je pense qu'aux États-Unis, et c'est pareil dans tous les sports américains, tu vas plus voir un match, tu vas voir un spectacle plus qu'un match. Parce qu'il y a le match de basket, mais c'est aussi quelque chose qui est familial, t'amènes ta famille. Il y a plein d'autres choses qui se passent autour du match, alors que je pense qu'en Euroleague, c'est plus focus vraiment sur le match. Et du coup, tu as plus ces fans que ces spectateurs dont on parle aux États-Unis. Sur la Je connais bien les Angelo. trois en fait. Je connais bien les trois. J'ai fait 6 ans aux États-Unis à l'université. La NBA, je connais. Et j'ai vu des matchs NBA et l'Europe, les derbies, ce qu'on veut. Il y a 2 éléments à prendre en considération. Premièrement, Melvin l'explique parfaitement, c'est un spectacle. C'est-à-dire que tout est mis en place pour que les gens y passent du temps
et consomment, c'est-à-dire Et du bon temps. et du bon temps. C'est-à-dire que même les sièges en Europe, et on est bien placé pour le savoir, faut amener son coussin parce que c'est compliqué. À moins d'avoir les kilos en trop que j'ai à l'heure actuelle, mais si tu veux, c'est vraiment l'idée, c'est que en Europe, on vient pour le jeu. En NBA, on vient pour le show. Ok. Et même si il y a les Boston Celtics, il y a les Sacramento Kings de la grande époque, il y a les Warriors qui ont une super fanbase. Justement, on peut vraiment pointer du doigt ces fans-là, mais il faut aussi remettre en question les chiffres. Les chiffres de l'Euroleague sont absolument monstrueux en comparaison à la densité de la population de cette communauté-là. C'est-à-dire que tu regardes la densité des villes américaines et le nombre de spectateurs potentiels pour aller dans les matchs NBA, qu'on arrive à avoir des moyennes à 15 000 spectateurs en Europe, régulièrement, tout au long de la saison pour des matchs d'Euroleague, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant et c'est quand même une ferveur. Et le dernier point, c'est en NCAA. Pour conclure. Pour conclure, ouais, en NCAA ou en NBA, tu n'as pas des chants. C'est defense, defense, let's go Warriors, let's go. Ok, on les connaît, hein, les trucs. J'ai fait les universités, Melvin. Écoute, il y a l'orchestre, il y a quelques chansons, mais en Europe, tu as des vraies chansons, tu as une vraie diversité. Une vraie ferveur. Tu as une vraie ferveur. Juste pour confirmer les dires d'Angelo, pense à KD quand il est venu à Monaco et qu'il est allé à Olympiakos pour voir ce qui s'est passé. KD qui a joué à Golden State, donc il sait un peu la ferveur qu'il y a. Il a dit, j'ai jamais vu ça. Bon. Et c'était finale NBA et tout ça. Hein. Donc c'est vraiment, c'est pas par chauvinisme. Il y a discussion, non, mais la ferveur du public européen. C'est juste pas comparable. C'est-à-dire que autant la NBA, c'est à des années-lumière dans le marketing, le packaging et tout ce qui est à côté, et l'Euroleague, je pense, ne le rattrapera jamais, pour être très honnête. Mais par contre, au niveau de la ferveur, ils peuvent mettre tout en place. Hein. Il faudrait vraiment que les fans américains soient permis de faire des choses. Ici, quand tu fais un doigt d'honneur aux États-Unis, les mecs se font jarter de la salle. Alors que tu fais ça en Grèce, on t'applaudit. Donc tu vois,